Vous avez co-signé ce livre enquête qui est absolument passionnant, qui s'appelle Dieu est amour, c'est chez Flammarion. Et en parallèle à ce livre, qui concerne les thérapies de conversion pour les homosexuels en France, vous avez également écrit ensemble un documentaire qui s'appelle Homothérapie, conversion forcée, réalisé par Bernard Nicolas, qui est votre ancien professeur à l'École supérieure de journalisme. Alors pour bien comprendre de quoi on parle, on va regarder un extrait du début de ce film qui va être diffusé sur Arte le 26 novembre prochain. On regarde ça et on en parle tout de suite. Si Alan Chambers a désormais admis l'absurdité de vouloir guérir l'homosexualité, de nombreux groupes rattachés à la mouvance fondamentaliste chrétienne et diverses organisations religieuses la considèrent encore aujourd'hui comme une maladie qu'on se doit de guérir à tout prix. Nous avons concentré notre enquête sur 5 pays occidentaux, des pays censés être des démocraties éclairées sur ces questions. Pourtant, des mouvements religieux, essentiellement évangéliques ou catholiques, ont le champ libre pour pratiquer leur thérapie de guérison. Des méthodes extrêmement violentes qui détruisent des vies, poussant les victimes à la dépression, voire au suicide. Ces associations cultuelles ont chacune leur méthode, mais ont en commun de jouer sur le levier de la foi. Pour être précis, le film traite du problème à l'échelle mondiale et il a précédé le livre qui lui traite du problème en France. Alors vous avez infiltré des groupes justement. Tout à fait. Qu'est-ce que ça a été quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait j'ai infiltré 2 groupes principalement, le groupe Courage et le groupe Torrent de Vie. Le groupe Torrent de Vie est évangélique, mélange un genre de pseudo-psychologie avec des méthodes religieuses. Donc concrètement on va se réunir, parler des problèmes dans l'enfance, des problèmes avec la mère, avec le père, et derrière ça on va prier pour la personne en fait. Donc ça va être des prières, ça va être ce qu'on appelle du parler en langue, avec des mots qui n'existent pas, un peu de charabia qui est censé être inspiré de l'Esprit Saint, tout ça dans le... Des prières pour que la personne redevienne hétérosexuelle ou qu'elle s'abstienne de faire quoi que ce soit? Alors l'idée c'est un peu des deux en fait. L'idée c'est de maintenir la personne sur la voie de ce qu'ils appellent une saine sexualité, donc l'hétérosexualité, et par ailleurs c'est d'encourager la personne à avoir des relations hétérosexuelles, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'un ou l'autre comment ça se passe concrètement exactement? Parce qu'en fait, les jeunes adultes qui vont dans ces organismes, finalement, ils sont obligés par personne, ils ne sont pas amenés par leurs parents. À la différence des États-Unis, où souvent les... Oui, alors on avait le cliché américain en tête, où on a des adolescents qui sont envoyés par leurs parents dans ces groupes de guérison. En fait, en France, c'est vrai que les gens qui passent par là sont tous, ceux que j'ai rencontrés sont quasiment tous volontaires. En fait, c'est vraiment des gens qui sont en souffrance par rapport à leur homosexualité et qui cherchent une réponse pour les changer, en fait, pour revenir vers une hétérosexualité. Et c'est la promesse de ces groupes-là, en fait. Ils leur disent, c'est normal que tu te sentes mal par rapport à ça parce que c'est anormal chez toi d'être homosexuel. Et en fait, par la prière, par cette espèce de pseudo-psychologie, on peut te ramener vers une sexualité saine. Comment vous avez mené cette enquête? Alors, en fait, on est parti des 2 groupes qui étaient soupçonnés de pratiquer des thérapies de guérison, donc Torrent de Vie et Courage. Ça, c'est en France. En France, évangélique et catholique, les 2 sont importés directement de méthodes américaines. Et c'était très difficile de pouvoir prouver qu'ils faisaient effectivement des thérapies de guérison, puisque tout leur discours de communication sur leur site internet est très lissé. On va parler plutôt d'identité sexuelle, de guérison des blessures profondes. Et donc la seule manière de vraiment savoir ce qui se passait à l'intérieur, c'était d'infiltrer ces groupes-là. Et en parallèle, on a recueilli les témoignages de victimes qui sont passées par des thérapies de ce type en France et qui ont pu nous expliquer le mal-être qui a suivi ces thérapies. Qu'est-ce qu'elles disent justement, ces victimes? Alors, il y a des cas de figure assez différents, mais il y a les conséquences psychologiques sont systématiques. Donc ça va être un déchirement familial, un isolement, des dépressions. Et on a le cas très emblématique de Jean-Michel Dunant, qui a subi 8 exorcismes en l'espace de 2 ans dans le but de guérir de son homosexualité, et qui, suite à ça, a fait 2 tentatives de suicide et a failli être interné dans un hôpital psychiatrique. Ce qu'il y a d'hallucinant aussi qu'on découvre, je pensais que ça n'existait qu'aux États-Unis, mais aussi en France, c'est que ça se passe aussi parfois au sein des cabinets médicaux. Oui, alors on a aussi une partie effectivement de l'enquête qui s'intéresse à ça. Alors c'est la partie la plus compliquée en fait, parce que c'est la partie qui est la plus masquée. On ne sait pas très bien ce qui se passe dans les cabinets de ces thérapeutes qui sont parfois pas diplômés, il faut le dire. Dans une de mes infiltrations concerne une association qui s'appelle l'AFCP et qui fait ce genre de rendez-vous en fait. C'est-à-dire qu'ils reçoivent des jeunes homosexuels qui sont en souffrance et les aiguillent et les ramènent, enfin, essaient de les maintenir dans une pratique hétérosexuelle en fait. Ce qui est le cas d'une des personnes que j'ai rencontrées et avec qui j'ai eu des rendez-vous, qui a très vite essayé de me décourager d'accepter ça chez moi et qui me dit tu sais, la sexualité homosexuelle est très violente, et on a cette discussion surréaliste pendant 10 minutes où elle essaie vraiment de me dégoûter en essayant vraiment de me ramener, selon elle, vers l'hétérosexualité.
On comprend bien hein, que des jeunes adultes peuvent être broyés psychologiquement, comme vous le disiez. Il y a quelque chose quand même qui était assez frappant. À un moment, il y a un jeune qui va voir quelqu'un et cette personne lui dit « bah oui, non mais t'inquiète pas, c'est une homosexualité transitionnelle, Oui. et par après l'homosexualité structurelle et que finalement il n'y a que 2%. C'est hallucinant. Enfin, Oui, alors en fait, l'idée principale, la base de cette théorie, c'est qu'il n'y a pas d'homosexualité, ça n'existe pas. L'être humain est nécessairement hétérosexuel. Et en fait, tout ce qui provoque l'homosexualité, c'est bien de la déviance, d'une fracture familiale, d'un traumatisme. Et en fait, cet état de fait, ça leur permet de dégager une typologie des homosexualités, qui est du bricolage psychologique, bien sûr. Donc on va parler d'homosexualité transitionnelle, d'accoutumance, voilà, toutes les causes en fait, qui leur permettent d'expliquer que si on arrive à régler le problème, cette homosexualité va disparaître en fait. Donc, on sait qu'il va y avoir une discussion en 2020 prévue en France, avec pour but, à terme, on imagine, de condamner ces pratiques. Ça paraît quand même très complexe, l'idée de condamner ces pratiques. Oui, en fait, nous, on a une position assez mesurée là-dessus, c'est-à-dire que, contrairement à ce que la députée a pu évoquer, on n'est pas en faveur de la dissolution de ces groupes. Parce que déjà, c'est très compliqué sur le plan juridique. Et surtout, ça leur donnerait des armes pour se victimiser, pour se poser en martyr. Et en revanche, le fait de créer une qualification pénale dans le code pénal qui n'existe pas du tout en France, et ce qui a été fait à Malte, pour l'instant uniquement à Malte et dans quelques régions espagnoles, pour nous, c'est donner des moyens à la victime de se reconnaître en tant que telle, puisque pour l'instant, c'est comme s'il n'y avait rien de mal, enfin, voilà. Et donc de pouvoir aller porter plainte et de demander réparation. Mais vous n'avez pas l'impression, parce que, en tout cas c'est mon impression quand on regarde votre reportage, qu'on est très très proche de quelque chose qui est sectaire, et ça c'est quand même puni par la loi. Alors nous on a un petit peu écarté l'approche sectaire dans notre enquête, parce qu'il manque notamment le critère financier. Et quand la Miviludes, l'organisme de lutte contre les dérives sectaires, a voulu s'intéresser à ces groupes-là, notamment à Torrent de Vie, elle a remarqué, et c'est ce qu'on a remarqué aussi dans l'enquête, qu'il n'y avait pas de business derrière. Donc c'était compliqué de l'attaquer par cet angle-là. Ça a été une de nos surprises pendant cette enquête. En fait, on s'est rendu compte que les gens qui étaient en France, bien sûr, à l'origine de ces groupes-là, étaient sincèrement convaincus d'aider les personnes homosexuelles. C'est-à-dire que le pasteur, notamment, qui tient Torrent de Vie, pour l'avoir fréquenté pendant mes infiltrations, je suis convaincu, on a discuté avec Tim, qu'il est sincèrement persuadé de faire quelque chose de bien et d'aider les gens, en fait. C'est très surprenant quand on se rend compte qu'en fait, derrière la motivation, c'est vraiment l'idée d'accueil des homosexuels. Durant ces moments où vous avez infiltré ces groupes, vous vous êtes senti comment? Vous vous êtes senti uniquement journaliste? Vous vous êtes senti par moments inquiet? Est-ce que vous avez été à l'aise? Bien sûr, ça a été difficile de rester uniquement journaliste parce que je suis resté longtemps dans certains groupes, parce que ce discours-là est extrêmement fort. En fait, c'est très efficace de présenter les fractures psychologiques d'entrée de jeu, et ensuite d'avoir un discours religieux derrière. C'est vraiment très efficace. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'aspect pseudo-psychologique, c'est un phare. C'est-à-dire que derrière ça, les causes de l'homosexualité, c'est la possession démoniaque, c'est Satan, l'adversaire, Baal, enfin tous ces démons dont il parle. La pseudo-psychologie, c'est vraiment le phare qu'il présente pour essayer de présenter des solutions qui sont rationnelles. Mais derrière ça, il y a une pratique qui est mystique en fait. Et ça a été extrêmement déstabilisant pour moi. Oui. Vous avez montré votre travail à de hautes instances cléricales ou pontificales? On l'a envoyé à la conférence des évêques notamment, on n'a pas encore eu de retour pour l'instant, mais c'est très intéressant la position des institutions, parce que la conférence des évêques, donc le sommet de la hiérarchie catholique, ne soutient pas mais ne condamne pas non plus le groupe Courage dont on parle dans le livre et qui incite ses participants à l'abstinence. En revanche, du côté des évangéliques, le Conseil national des évangéliques de France soutient de manière beaucoup plus assumée Torrent de Vie, et on a découvert notamment que quand la Miviludes a reçu le pasteur de Torrent de Vie, Werner Lorcher, en 2013, il est venu accompagné d'un membre de la direction du CNEF. Et aujourd'hui, le même CNEF va être auditionné dans le cadre de la mission d'information. Merci beaucoup. En tout cas, c'est un travail vraiment passionnant. Donc, il y a votre livre Dieu est amour, donc Jean-Loup Adenor, Timothée de Roglodre, c'est chez Flammarion. Donc ça, c'est l'enquête menée en France. Et puis votre documentaire passionnant, vraiment, Homothérapie, conversion forcée, qui est fait par Bernard Nicolas, va être diffusé sur Arte le 26 novembre prochain. Regardez, on apprend vraiment beaucoup de choses. Merci.